Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Militaires enlevés, nouvelle manifestation des familles qui bloquent la route de Saïfi. Elles appellent le gouvernement à assumer ses responsabilités et à leur dire la vérité sur le progrès des négociations. Sommet islamo-chrétien à Abkelki, les dirigeants religieux appellent au dialogue pour résoudre la vacance à la présidence et à faire face au terrorisme dans la région à tous les niveaux. Journée cruciale pour le dossier du nucléaire iranien. Tous les négociateurs de l'Iran et des grandes puissances autour de la même table pour la première fois depuis le début de cette session de pourparlers. Et à suivre également dans ce journal, en France, la droite sort largement victorieuse du second tour des départementales, contrôlant désormais 2 départements sur 3. Face à une débâcle de la gauche, le Front National n'a finalement remporté aucun exécutif. Les familles des militaires libanais aux mains des djihadistes depuis près de 8 mois ont une nouvelle fois bloqué la route de Saïfi, le principal axe qui relie Beyrouth au nord du pays. Le frère de l'un des soldats a appelé le gouvernement à assumer ses responsabilités. Il l'a de même invité à informer les proches des militaires des véritables progrès des négociations. Négociations suspendues depuis des mois, si l'on en croit certaines sources. 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont toujours retenus, et cela depuis août, par le Front al-Nosra et le groupe État islamique, probablement dans la région de Hersel, dans la Bekaa. 4 autres ont déjà été assassinés, dont 2 par décapitation. Nouveau soutien financier de la Grande-Bretagne au tribunal spécial pour le Liban. L'ambassadeur britannique à Beyrouth, Tom Fletcher, a annoncé à Tamam Salam que Londres va contribuer 1 million de livres sterling, soit près d'1,5 million de dollars au STL, qui juge les assassins de l'ancien Premier ministre Rafi Hariri. Tom Fletcher a indiqué au chef du gouvernement libanais qu'avec cette contribution, le total de l'investissement du Royaume-Uni en faveur de la stabilité au Liban s'élève à environ 340 millions de dollars pour la seule année de 2015. Un sommet religieux islamo-chrétien s'est tenu ce lundi à Abkelki en présence notamment du patriarche maronite Shararai, du moufti de la République Abdellatif Derian, du vice-président du Conseil supérieur chiite Abdelhamid Kabalan et du cheikh druze Naïm Hassan, ainsi que du patriarche grec catholique Grégoire III Laham, du catholique arménien orthodoxe Aram Ier, du métropolite grec orthodoxe de Beyrouth Elias Haoudi et d'un nombre d'autres dignitaires. Dans le communiqué final, les chefs religieux se sont dit inquiets de la prolongation de la vacance à la tête de l'État et du danger qu'elle constitue pour la souveraineté du Liban et sa sécurité. Ils ont appelé au dialogue entre les différents protagonistes. Ils ont par ailleurs appelé à faire face au terrorisme dans la région à tous les niveaux, notamment par la promotion de la modération religieuse. Le Koweït doit accueillir demain la 3e conférence internationale des donateurs pour la Syrie. À la veille de son départ, le ministre libanais des Affaires sociales a indiqué qu'il y présentera les besoins humanitaires du Liban pour les Libanais et pour les réfugiés syriens. Selon Rachid Delbès, l'ambassadeur des États-Unis, David Hale, lui a assuré qu'une grande subvention américaine sera offerte à Beyrouth. Des promesses similaires ont été faites par la ministre française du Développement et le ministre allemand de l'Économie, ainsi que par les ambassadeurs d'Arabie Saoudite et du Koweït. Le Liban est le pays le plus touché par la crise syrienne. Plus d'1,2 million de Syriens y ont trouvé refuge. 5e jour de raids aériens menés par l'Arabie Saoudite sur le Yémen, une offensive visant à débarrasser le pays des milices chiites Houthis qui en ont pris le contrôle. La capitale Sanaa a été cette nuit et pendant plusieurs heures la cible de nouvelles frappes aériennes. Les habitants de la ville rapportent que les raids ont visé principalement le quartier diplomatique. L'Arabie Saoudite s'en tient pour l'instant à des frappes aériennes, mais n'exclut pas d'envoyer des troupes terrestres. Ce week-end, des combats au sol ont opposé les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi aux combattants Houthis à Aden, le grand port du sud du pays, stratégique et encore sous contrôle des autorités légitimes. Le groupe État islamique s'est renforcé depuis le début de la campagne de frappes aériennes menée en Irak et en Syrie par la coalition conduite par les États-Unis. C'est du moins ce qu'estime Bachar el-Assad, des propos tenus par le président syrien dans une interview accordée à la chaîne CBS dans le cadre de l'émission 60 minutes. Interrogé sur le résultat de ces raids aériens qui ont débuté en septembre dernier, Assad a déclaré qu'il pouvait parfois apporter un avantage localement, mais que globalement, l'EI s'est renforcé depuis le début des frappes. Le président syrien a cité des estimations selon lesquelles Daesh attirait 1 millier de nouvelles recrues chaque mois en Syrie. À la question de savoir dans quelles conditions il pourrait quitter le pouvoir, Bachar el-Assad a répondu, et je cite,
quand je n'aurai plus le soutien de la population, quand je ne représenterai plus les intérêts et les valeurs de la Syrie. Ban Ki-moon à Bagdad pour des rencontres avec des officiels irakiens, dont le Premier ministre Haïdar el-Abadi. Il est arrivé de Sharm el-Sheikh en Égypte où s'est tenu ce week-end le sommet annuel de la Ligue arabe. Le secrétaire général des Nations Unies doit aussi s'entretenir avec le président Fouad Massoum ainsi que le président du Parlement et le chef de la diplomatie. Une visite qui intervient alors que le pays tente de repousser les djihadistes du groupe État islamique qui se sont emparés de pans entiers du territoire. Les forces irakiennes sont depuis un mois aux prises avec Daesh autour de la ville de Tikrit, où le soutien dont elles bénéficient à la fois de la part de l'Iran et des États-Unis a créé de vives tensions. Après sa visite à Bagdad, Ban Ki-moon est attendu au Koweït pour la conférence des bailleurs de fonds. Dans un instant, nous ferons le point sur les opérations de recherche sur le site du crash de l'avion de la Germanwings. Retour sur le plateau de l'info du 1640. L'Iran et les grandes puissances parviendront-ils à un accord dans le dossier du nucléaire? Les diplomates réunis à Lausanne en Suisse ont théoriquement jusqu'à ce mardi minuit pour signer un texte. À ce stade, plusieurs points sont toujours en suspens. Le blocage porte avant tout sur la levée des sanctions qui pèsent sur l'Iran depuis près de 10 ans. Téhéran exige que ces sanctions soient levées en bloc dès la signature d'un accord. Les Occidentaux, eux, veulent une levée graduelle qui dépendrait du respect des engagements pris par Téhéran. Autre point de blocage, la durée de l'accord. Les grandes puissances souhaitent un cadre strict de contrôle des activités nucléaires iraniennes sur au moins 15 ans, mais l'Iran ne veut pas s'engager au-delà de 10 ans. Les différentes parties se sont retrouvées ce lundi. Signe de l'importance du sujet, tous les ministres des Affaires étrangères impliqués étaient présents. L'Iranien Mohammad Javad Zarif, l'Américain John Kerry, le Russe Sergei Lavrov, le Chinois ainsi que le Français Laurent Fabius, le Britannique Philip Hammond et l'Allemand Frank-Walter Steinmeier. Certains ont même bouleversé leur agenda afin de permettre la signature d'un accord. L'idée est d'avoir dans un premier temps un texte qui fixe les règles générales du programme nucléaire iranien, puis dans un deuxième temps un document qui réglerait définitivement le contentieux d'ici à la fin du mois de juin. Nouveau démêlé avec la justice pour Ehud Olmert, l'ex-premier ministre israélien a été reconnu coupable de corruption ce lundi. Il aurait reçu de la part d'un homme d'affaires américain des enveloppes contenant des dizaines de milliers de dollars. La condamnation pour fraude, abus de confiance et corruption aggravée devrait être annoncée le 5 mai, mais ses avocats ont déjà déclaré qu'ils feraient appel. Ce n'est pas la première fois qu'Ehud Olmert se retrouve devant les tribunaux. Quand il était maire de Jérusalem, il avait déjà été condamné dans l'affaire du Holy Land, du nom d'un colossal projet immobilier de luxe. L'homme de 69 ans est aussi sous le coup d'une peine de 6 ans de prison ferme prononcée dans une autre affaire de corruption. Cette affaire est actuellement examinée en appel à la Cour suprême. Autant de dossiers qui ont contribué à la chute de l'ancien avocat d'affaires en 2008. La deuxième boîte noire de l'Airbus de la Germanwings reste l'objectif principal des recherches. Voilà ce qu'a déclaré la gendarmerie française sur le site du crash qui a fait 150 victimes il y a près d'une semaine. La boîte noire qui enregistre les données de vol pourrait cependant ne jamais être retrouvée. La violence de l'impact pourrait en effet avoir trop fortement endommagé la machine. La météo empêchant les hélicoptères de voler ce lundi, les recherches se poursuivent par la route. Une voie est en train d'être tracée jusqu'à la zone d'impact par des engins routiers. Elle permettra notamment l'évacuation des plus gros débris de l'appareil. En attendant, un laboratoire mobile a été installé à Seynes-les-Alpes. Pour la cinquantaine de personnes qui travaillent sur le site, il s'agit aussi de recueillir les restes humains pour identification. 78 ADN différents ont été pour l'instant relevés par les médecins légistes. La droite sort victorieuse des élections départementales en France. Elle contrôle désormais 2 départements sur 3 et en volerait 25 à 28 à la gauche. La Corrèze, terre d'élection de François Hollande, a rebasculé à droite. Seule la Lozère fait figure d'exception en passant dans le giron de la gauche. En obtenant 34 départements, la gauche enregistre ainsi une 4e défaite pour un scrutin intermédiaire après les municipales, les européennes et les sénatoriales. Le Front National ne remporte aucun département mais est en position d'arbitre dans le Vaucluse. Le 3e tour aura lieu jeudi avec l'élection des présidents de départements. Écoutez. Les scores très élevés, beaucoup trop élevés, de l'extrême droite restent plus que jamais un défi pour tous les républicains. Et c'est la marque d'un bouleversement durable de notre paysage politique dont chacun devra tirer les leçons. Ce soir, la droite républicaine
remporte les élections départementales. C'est incontestable. La gauche, trop dispersée, trop divisée au premier tour, connaît un net recul malgré les bons bilans des exécutifs départementaux. Jamais, sous la Ve République, notre famille politique n'avait gagné autant de départements. À travers leur vote, les Français ont massivement rejeté la politique de François Hollande et de son gouvernement. Le désaveu à l'égard du pouvoir est absolument sans appel. Jamais une majorité n'avait perdu autant de départements. Jamais un pouvoir en place n'avait suscité une telle défiance et un tel rejet. Au fond, jamais une politique n'avait autant incarné l'échec à tous les niveaux. Le verdict des urnes est aujourd'hui sans appel. Le Parti socialiste est laminé, disparaît de la carte dans de très nombreux départements, tandis que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine obtiennent des résultats exceptionnels un peu partout. Je suis désormais à la tête du seul mouvement d'opposition véritable au pouvoir en place. Libre et indépendant, le Front National s'oppose à l'UMPS, dont chacun a pu voir avec ces élections qu'elle est une réalité indiscutable. Autre élection au Nigeria, cette fois le Nigeria qui attend fébrile les résultats des présidentielles et des législatives. Des résultats retardés car des milliers de Nigérians ont dû retourner voter dimanche suite à des problèmes techniques dans leur bureau de vote. Le scrutin s'annonce très serré entre le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari. En 2011, leur confrontation électorale avait déclenché des violences et entraîné la mort d'1 millier de personnes. Des milliers de militants du parti d'opposition ont d'ailleurs manifesté à Port-Harcourt dans le sud du pays, dénonçant des fraudes et accusant la commission électorale de falsifier les résultats en faveur du parti de Goodluck Jonathan. Dans certaines zones meurtries lors du précédent scrutin, le spectre d'éventuelles violences politiques affole la population, par ailleurs soumise à la menace constante de Boko Haram. Dans le nord-est du pays, un couvre-feu illimité de 24 heures sur 24 a été imposé près de la ville de Bauchi. Et pour finir, des fragments de poterie de plus de 5000 ans ont été découverts à Tel Aviv. Des morceaux de récipients servant à la production de bière, la boisson nationale des Égyptiens. La bière était consommée par toute la population sans différence d'âge, de sexe ou de statut. Elle était produite à l'aide d'un mélange d'orge et d'eau qui était partiellement cuit et laissé au repos pour la fermentation au soleil avant qu'on y ajoute différents fruits et concentrés pour donner du goût à la bière. Cette découverte permet donc d'étendre la zone connue d'occupation égyptienne dans la région. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Militaires enlevés, nouvelle manifestation des familles qui ont bloqué la route de Saïfi. Elles appellent le gouvernement à assumer ses responsabilités et à dire la vérité sur le progrès des négociations. Sommet islamo-chrétien à Abkelké, les dirigeants religieux appellent au dialogue pour résoudre la vacance à la présidence et à faire face au terrorisme dans la région, à tous les niveaux. Journée cruciale pour le dossier du nucléaire iranien. Tous les négociateurs de l'Iran et des grandes puissances autour de la même table pour la première fois depuis le début de cette session de pourparlers. Et puis en France, la droite sort largement victorieuse du second tour des départementales, contrôlant désormais 2 départements sur 3 face à une débâcle de la gauche. Le Front National n'a finalement remporté aucun exécutif. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programme.